C'est dans le cadre des Jeudis du CREDESER que le professeur Julien Nimobona a animé jeudi le 16 avril 2020 une conférence publique sur la tolérance au fondement de la vie des États-nations démocratiques. Cet éminent chercheur a commencé par définir la notion de tolérance selon différents auteurs. La tolérance est la première condition d'existence de la démocratie. La tolérance rend possible, vous vous rendez compte, et ce n'est qu'une répétition, rend possible les différences de pensée, de croyances, d'association, de regroupement des individus autour des symboles. Deuxième condition, c'est l'existence des majorités, bien sûr, et le respect des minorités. Les majorités exprimées par la population qui choisit, donc le respect de la démocratie en quelque sorte, électorale, mais accompagné immédiatement par le respect des droits de ceux qui ne sont pas au pouvoir ou de ceux qui n'ont pas gagné les élections, le droit des minorités. Mais Burdeau ajoute un autre élément extrêmement important et qui nous parle vraiment de la tolérance, c'est ce qu'il appelle la précarité de la détention du pouvoir politique. C'est-à-dire la culture qui est chez les gouvernants, qui ne détiennent le pouvoir que pour un petit mandat, une mission, une charge et un temps pour réaliser ce que John Locke appelait le trust. C'est-à-dire qu'il ne confond pas le pouvoir et lui-même. Il sait qu'il ne fait que passer, il ne fait qu'exécuter une mission de la société. Enfin, Burdeau insiste sur l'existence des mécanismes de contraction politique, de contrôle de l'action gouvernementale. Et ça, c'est aussi un signe de la tolérance. Tolérer que l'autre pense différemment et se mettre dans un autre parti pour dire différemment que ce que vous dites. Et c'est cela qu'on appelle l'opposition de la société civile qui constitue ces mécanismes d'existence de la démocratie. Comme Jean Bodin au XVIe siècle, dans ses livres sur la République, qui soutenait que la tolérance impliquait essentiellement une reconnaissance de la liberté religieuse ou de culte, John Locke développe quant à lui un concept de tolérance largement plus élaboré en ce qu'il soutient que cette dernière a une dimension politique forte en tant que phénomène relevant de la reconnaissance d'une sphère privée et d'une sphère publique. La sphère privée pour signifier qu'il doit y avoir un domaine de droits et de liberté individuelle sur lesquels l'État n'a pas à légiférer. Mais cette liberté privée, cette sphère privée, doit être articulée avec la sphère publique, c'est-à-dire les droits et libertés sur lesquels l'État légifère. Cette idée vient insister sur le fait que la tolérance, selon John Locke, est contraire, je dirais même dialectique, par rapport à l'État absolutiste ou autoritaire. En même temps, John Locke fixe les limites de la tolérance en disant que les limites sont celles de l'intolérable. Et qu'est-ce qui est intolérable chez John Locke? C'est ce qui met en cause la vie de la société tout entière. Ici, on parle de valeurs, de culture, de droit à la vie, etc. Mais c'est aussi ce qui met en cause la loyauté des individus à la société. C'est-à-dire, si un individu n'éprouve plus le besoin d'appartenir à cette société-là pour des raisons de non-reconnaissance de ses droits, de ses libertés, alors là, nous avons le débordement des limites de la tolérance. Montesquieu, dans son ouvrage « L'esprit des lois », il revient beaucoup sur le lien entre la tolérance et la démocratie en approfondissant les conditions indispensables pour protéger la liberté en tant qu'élément de la tolérance. Il dit « L'État-nation est une organisation politique impossible à réaliser sans une tolérance fondée sur la liberté, protégée et garantie par la séparation des pouvoirs consacrée par les lois. » Le philosophe allemand Immanuel Kant, dans son ouvrage « Critique de la raison pratique », mais davantage dans un autre, intitulé « Pour la paix perpétuelle », publié en 1795, affine les formes de gouvernement à même de réussir la tolérance. Et il dit, au-delà de la démocratie, mais la démocratie est impossible sans la République.
la République, la chose publique. Il reprend ici une grande notion de Platon sur la res publica et la notion, vous allez le voir, de citoyenneté, pour dire l'individu qui non seulement jouit des droits et libertés, mais aussi est conscient qu'il doit faire allégeance à des institutions communes. Selon Kant, la République est fondée sur l'articulation régulée de la moralité individuelle et de la moralité collective. La tolérance a été depuis la nuit des temps une valeur plus fondamentale qui jadis caractérisait les Burundais à travers les interdits sociaux, l'encadrement des cadets par leurs aînés, mais aussi par le mécanisme des sanctions. Il a toujours existé la tolérance au Burundi, on la trouve dans nos croyances, dans nos valeurs, dans nos coutumes, dans nos traditions. Les Burundais avaient ce qu'on appelle le champ des interdits, des interdictions. On savait ce qui était tolérable et intolérable. Et il revenait aux familles, aux aînés, de le dire et de l'imposer lors des écoles du coin du feu et de manière permanente. Et quand ça ne marchait pas, il revenait à ces mêmes institutions traditionnelles de l'imposer par des sanctions collectives ou des sanctions individuelles ciblées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la montée de l'intolérance est venue avec ce qu'on pourrait appeler le monopole d'un bien devenu rare, mais qui fait vivre la majorité des Burundais, c'est l'État. Et bien, chez nous, le plus grand problème, c'est que le politique, il détermine tout. La vie physique, imaginez-vous. Celui qui a le pouvoir peut tuer ou protéger. La vie matérielle, c'est-à-dire accéder à un logement, à un déplacement, à des moyens de vie, de faire vivre les siens. La vie symbolique, c'est-à-dire la dignité, l'honneur, la salutation courbée. Tout ça, ça a piégé nos dirigeants. Ça a piégé toute la société. Alors, tout le monde court derrière le politique. Et comme c'est un petit espace qui ne peut pas vivre tout le monde, eh bien, en économie, on dit toute ressource rare devient chère. Eh bien, c'est la même chose en politique. Donc, on lutte pour le contrôle de son pouvoir, on lutte pour y accéder et on lutte pour s'y maintenir. Et cela amène à ce que Machiavel appelle toutes les fins. Alors, l'intolérance comme la tolérance, le mensonge comme la vérité, c'est ça notre problème. Dans les sociétés développées, où la société civile, où le secteur privé est développé, eh bien, beaucoup d'individus vivent en dehors de la politique. Et cela permet la naissance de ce qu'on appelle les classes moyennes qui pacifient en profondeur la société et qui sont les porte-parole de la tolérance. Voilà notre problème. C'est pas que d'ailleurs, heureusement, qu'il y a la tolérance encore. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Heureusement qu'il y a la tolérance dans cette société-là, sinon il y aurait la guerre partout. Et on le voit, cette intolérance est circonscrite à des partis politiques qui ont un enjeu considérable face au changement électoral. L'enjeu de quitter le pouvoir, donc expérimenter la mort, et l'enjeu d'accéder au pouvoir, donc expérimenter la vie. J'allais dire le ciel, n'est-ce pas? Voilà notre problème. Les défis tant mondiaux que nationaux débouchent à des situations d'intolérance sur la vie des États-nations. Il s'agit des populismes d'extrême droite en Europe, des néolibéraux extrémistes aux USA et de l'organisation de l'État islamique. Au Burundi, à la veille des élections de 2020, on observe une montée vertigineuse de l'intolérance et c'est une grande menace à l'État-nation. Absolument. C'est deux défis, un défi mondial et un défi national. Un défi mondial parce qu'on voit aujourd'hui, au niveau de la sécurité mondiale, la montée de l'intolérance animée par des mobilisations idéologiques de nature raciale. On le voit dans les démocraties occidentales même avec les populismes nationalistes d'extrême droite ou des néolibéraux extrémistes aux États-Unis. Et on voit également de l'ethnonationalisme religieux. Dans le cas, par exemple, de l'organisation État islamique, qui est à l'origine de beaucoup d'attentats, beaucoup d'insécurité dans les pays du monde. Deuxième défi, c'est un défi national. Nous sommes à la veille des élections de mai et
on sent déjà depuis quelques mois qu'il y a une montée progressive de l'intolérance sur le terrain, notamment entre les militants, les jeunes militants de partis politiques. Et on entend des disparitions, on entend des tortures, on entend des emprisonnements, etc., etc. Donc, vous voyez, la tolérance méritait d'être rappelée en tant que fondement de l'existence des États-nations modernes et démocratiques. Si nous voulons rester comme nous avons été depuis la monarchie, un État-nation, c'est-à-dire une organisation politique avec des institutions, avec une volonté de vivre ensemble, une communauté de valeurs, de croyances, de symboles, et bien si nous voulons le rester, et donc si nous voulons garder cette volonté que nous avons de vivre ensemble, nous devons cultiver la tolérance chez tous les partis politiques, c'est tous les acteurs politiques, y compris les militants des partis politiques. L'État doit jouer le rôle de premier plan pour enraciner la culture de la tolérance en jouant le rôle de régulateur à travers les appareils répressifs reconnus et le système éducationnel. Le premier pilier, il est énorme et immense et il s'inscrit dans la longue durée. C'est l'éducation, c'est la socialisation. L'éducation depuis le jeune âge jusqu'aux adultes, que le respect mutuel. J'ai insisté énormément dans cette conférence sur un consensus sur la vie. Si je suis d'accord que je ne peux pas toucher à votre vie, attenter à votre vie, alors j'ai déjà franchi un pas considérable. Mais si ces mécanismes ne réussissent pas, ou parallèlement que ces mécanismes agissent, il faut que l'État assume son rôle. C'est dommage de constater que des dirigeants de l'État ne savent pas ce que c'est l'État. Confondent l'État et le parti, confondent l'État et l'ethnie. Or, l'État vit des impôts et taxes de tous les citoyens. Et ils ont donc droit à un traitement équitable et pas inéquitable. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est alors ce que j'ai appelé les appareils administratifs et judiciaires. Ça s'appelle les appareils répressifs d'État. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Pendant une période électorale comme celle-ci, on ne peut pas reporter tout sur la CENI. La CENI, ce n'est pas l'État. La CENI, c'est un instrument pour organiser les élections. L'État doit être là. L'État ne doit pas partir en campagne électorale parce que l'État, c'est le régulateur de ces conflits d'intolérance. Voilà les trois piliers, l'éducation, le rôle de l'État et le rôle des institutions de l'État qui doivent imposer la loi pour que chaque individu soit protégé dans ses droits et libertés, c'est-à-dire pour que chaque individu soit tolérant à l'égard des autres. Le professeur a lancé un clin d'œil pour bâtir démocratiquement les nations, car les élections sont en court passage dans la vie des États. Il s'agit d'un mécanisme de sanction et de gratification, et les dirigeants doivent user à bon escient le mandat reçu du peuple. Le premier message, le premier clin d'œil, c'est n'oubliez jamais que la démocratie, ce ne sont pas les élections. La démocratie n'est pas réductible aux élections. Les élections, ce n'est qu'un petit moment d'expression d'un choix, un petit moment de remerciement ou de sanction des acteurs politiques, des dirigeants politiques. Mais c'est aussi un grand moment politique, puisque c'est un moment qui permet aux populations de quitter le terrain de la violence politique. Au lieu d'utiliser les machettes, les lances, les kalachnikovs, on utilise un petit papier et on a tout réglé. Et le programme de gouvernement et le choix des élites politiques. Mais après ce petit moment-là, on revient à la vie normale. Et c'est cette vie normale qui nous intéresse quand il faut définir la démocratie. C'est une vie marquée par la convivialité, les sociabilités, les solidarités sociales. Et ça s'appelle la tolérance au quotidien. Et deuxièmement, quand même vous êtes au pouvoir, il faut savoir qu'il y a d'autres qui font vivre l'État. En fait, vous n'êtes que des mandataires. Les véritables mandats, c'est l'ensemble des citoyens qui n'appartiennent pas à un seul parti. Donc, il faut que les dirigeants sachent qu'ils sont au service de tous et qu'ils soient donc
ce que j'ai appelé un État impartial et actif, et pas un État partisan, ce qui pose un problème de régulation des conflits d'intolérance ou éventuellement des conflits de succession qu'on appelle aussi les contentieux électoraux.